Bonjour, bienvenue dans la 9e émission de Kato Show. Aujourd'hui, j'ai voulu profiter un peu de l'été, encore une fois. Donc cette vidéo est en extérieur. Bon, malheureusement, comme je suis tout seul pour filmer cette émission, comme à chaque fois d'ailleurs, comme vous savez, je n'ai pas d'équipe autour de moi. Donc, tant pis, hein, vous aurez ma face en gros plan aujourd'hui. Donc, pour cette 9e émission, nous allons encore parler de comics. Et aujourd'hui, le comics dont nous allons parler, c'est Lone Ranger versus Green Hornet. Alors, comme vous le savez, ils ne sont pas sortis en France, ils sont sortis uniquement aux États-Unis. Si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est pour une raison simple, c'est qu'en fait, ce comics date de 2016. Et oui, c'est un comics de cette année. Et pour le moment, je vous avais dit dans l'émission 6 ou 7 qu'il y avait 6 comics. En fait, cette série sera en 6 comics, mais pour le moment, il y en a que 2 disponibles. Et le troisième sera disponible normalement en septembre. Enfin, sera disponible aux États-Unis, hein, pas en France, hein, car comme je vous l'ai dit, ces comics ne sont pas traduits. Donc, bon, comme vous le savez, je parle pas très bien anglais. Donc, pour vous parler du comics, j'espère que vous comprenez l'anglais. Voici une petite vidéo. Hey guys, Hermie here. We're going to take a closer look at the very first issue in the Lone Ranger Green Hornet series. It's a 6-issue series from Dynamite. And before we take a closer look at it, I want to read an excerpt. I'm reading another series from Dynamite, Army of Darkness Furious Road. This is issue number 3. This is also a 6-issue series. The next issue that's coming out is issue number 5. I started reading this late, so that's why I haven't been doing a video per issue. But when the 6-issue series is finished with, I will do a video review on that. But there's an excerpt in the back of this comic as bonus material where the writer, Michael Uslan of the Lone Ranger Green Hornet, has a write-up here. And as you can see, it says he provides historical insight into a team-up 8 decades in the making. So I want to read this to you guys because it's going to fill you in a lot on how this comic came to be. It says, in 1936, 3 years after creating the Lone Ranger for radio station WXYZ in Detroit, writer Fran Stryker created the Green Hornet, consciously linking the new character to his earlier creation. In fact, Stryker envisioned the Green Hornet to be the industrial age, urban version of the Lone Ranger. Over time, the world learned that Britt Reed, also known as the Green Hornet, took over as the publisher to big city newspaper The Daily Sentinel from his deceased father, Daniel Reed Jr. The audience following the Lone Ranger eventually learned that his real name was John Reed. He and his brother Daniel Reed Sr. were Texas Rangers gunned down in a murderous ambush by the notorious Butch Cavendish. Cavendish believed that he had killed them all, but Tonto wandered by the scene and discovered that John Reed was still breathing. Slowly, he nursed him back to health, but in order to trick Cavendish into thinking he had succeeded in killing all the Rangers, Tonto and John dug a grave for John Reed, too. In truth, John Reed was now only the Ranger left alive, and so became the Lone Ranger. Over decades of appearances on radio, on TV, and in comic books, the Lone Ranger's nephew, Dan Reed Jr.,
would share adventures by riding alongside his uncle. It was this very same Dan Reed Jr. who would one day own and run the Daily Sentinel newspaper. The family line was crystal clear. The Lone Ranger was the great uncle of the Green Hornet. Due to the ups and downs of big business, exaggerated as it was during the Depression, the rights to these two characters were split, each ending up owned and controlled by a different unrelated company, precluding there ever being a combined family saga of Roots and Wings that could feature both the Lone Ranger and the Green Hornet in one epic story until now. Thanks to the long and massive effort of Dynamite Entertainment, the Lone Ranger and the Green Hornet will be brought together in July with one of the most important historic comic stories ever. And then it goes on to end right here by saying, "This is a golden opportunity as a comic book fanboy, a movie buff, a fan of old-time dramatic radio, a comic book historian, and a writer. It's a story I dreamed of for so many years, and thanks to Dynamite, that dream has now come true. I'm honored to be able to be the one to tell this very important story. Thematically, it's a story about family and the forces that can tear it apart and bring it together. It is an action-packed tale with scenes from the Wild West and scenes from Chicago in the 1930s, filled with public enemies on the loose and Nazi Bund members inciting the worst in people, making it seem like the Wild West redux." So I thought that was an excellent write-up there by Michael to give you insight on this series. So now let's go ahead and take a look at this cover, which is done by the great artist John Cassaday. It's awesome to see that they had him return because he was the cover artist on the Lone Ranger series, and he also is known for doing the Astonishing X-Men with Joss Whedon and also the Star Wars run with Jason Aaron. And this cover, in my opinion, is really perfect for this matchup between the Lone Ranger and Green Hornet. As you can see, it's just got the cityscape and it's nighttime, and you got Kato doing his kick in front of the moon, Green Hornet posing there, and then you have Lone Ranger and then the Wild West and him and Tonto riding sun in front of the sun there in the desert. I just think that you couldn't make a better cover for the Lone Ranger Green Hornet first issue series. So very, very happy with that. And then open it up here, and I'm not going to say all the names just because I'm not going to be able to pronounce them correctly, but I wanted to show the people that are responsible for bringing this very special comic to life, really. And so as you can see there. And here we have the very first page. It says, "Wanted. A fiery horse with the speed of light, a cloud of dust, and a hardy Hi-Yo Silver, the Lone Ranger, with his faithful Indian companion Tonto, the daring and resourceful masked rider of the plains, led the fight for law and order in the early West. Nowhere in the pages of history can one find a greater champion of justice. Return with us now to those thrilling days of yesteryear. From out of the past come the thundering hoofbeats of the great horse Silver. The Lone Ranger rides again." And then here we have, "He hunts the biggest of all game, public enemies that even the G-Men cannot reach. The Green Hornet, with his faithful valet Kato. Britt Reed, daring young publisher, matches wits with the underworld, risking his life that criminals and racketeers within the law may feel its weight by the sting of the Green Hornet. Ride with Britt Reed in the thrilling adventure. Return with us now, Chapter 1 of The Lone Ranger meets the Green Hornet, Champions of Justice. The Green Hornet strikes again." And I'll show you the first few pages here. It starts off in Chicago in 1936. And the artist, Giovanni Topano, he does an excellent job capturing that time period with the cityscape and the vehicles and the clothing that the characters are wearing in this. And I just think it puts you right into that era. It's so easily to get sucked right into the story, and it just feels very authentic. And the artwork, I'm comparing it to the Lone Ranger Omnibus Volume 1. It's not the same artist, so it's not the same artwork, but I think that they complement each other very, very well. It doesn't feel like a jarring transition to read the Lone Ranger Omnibus Volume 1 and start reading this. It feels like a very natural and logical step in the direction that they're taking this. And it's showing now that the Lone Ranger is elderly here, and there's these kids running to the park to ride Silver there, and they want the Lone Ranger to tell them his stories, his adventures with Tonto when he was younger as a Lone Ranger, right? And so he kind of
starts to tell the story here, and it highlights some of his adventures as a Lone Ranger with Tonto, and it just shows you how versatile this artist is, because you can see here's the artwork for 1936, and then he goes back to, and I think it's really neat how it shows half of the elderly Lone Ranger and then him when he was younger. Then it comes back to where he's, talking to actually his nephew, which in the Lone Ranger, since the Lone Ranger's brother was a ranger and he got killed, the Lone Ranger helped out his brother's wife and also his nephew, right? And his nephew is now grown up. When he was teenager age, younger, he went out on adventures with the Lone Ranger. But now that he's grown up, they're both living in the city there. His son, who is the Green Hornet, not yet though, he's telling the Lone Ranger, my son is 25 and he has no, he feels like he has no purpose in life. He has no direction he wants to go. He gives his son a job at the Daily Sentinel, but he's bored, and he's asking the Lone Ranger to be a mentor to his son, like the Lone Ranger was a mentor to him. And it's just really neat how they set up the story here, and you can see the Lone Ranger, he's basically saying he has an idea how he can help out the Green Hornet. And I'm sorry, it's the Reeds. I can't get the first names, but anyways, and here's just another great example of getting the attire right of the time period, and just even the inside the newspaper there. I'm not going to show anymore. Well, I'll show one more page just to show you how versatile this artist is. It also shows when he's telling more stories here, it shows a younger Lone Ranger back in the Wild West. So not only does the artist do Chicago cityscapes in the 1930s, he can do late 1800s artwork, and he captures it, both styles, very well. So, and the writing in this is really well done. It's smart. They're weaving factual history into the Lone Ranger and the Green Hornet mythology, and it fits in really well. There's you have Nazi Germany's going on in the world right then, and there's also murders going on. The Torso murders are going on in Chicago, so they're asking the Lone Ranger to help out with that. And so there's a lot to really get sucked into in this very first issue, and it sets up everything so well for the rest of the series. I'm very, very excited. And I'm not going to show, that's the last page over here to the left, but I wanted to show you this. There's Footnotes to History by Michael Uslan, who after reading this first issue has proven that he is the perfect writer for this series. He knows his history very well and obviously is a fan of these characters. But for example, he points out actual historical notes that are in this comic book, right? So it says, page 2, the posters are correct. The presidential election of 1936 was between Franklin D. Roosevelt and Alf Landon, and those were the respective campaign slogans. So we'll go back to page 2 just to give you an idea. He's pointing out certain things here, which you've already seen this page, but to get closer. So you see these posters on the side of the building there, and those were that was the actual slogan poster for Roosevelt. So I just think that it's fantastic that they're honoring so well the Lone Ranger. And I got to be honest, I've never read any Green Hornet comics, but I know enough about him, and it seems like he's just really doing a fantastic job setting up this series. And wow, Dynamite is really doing a wonderful job, and truly given the proper respect due to the Lone Ranger with their Lone Ranger comics. And anyways, there's advertisements in the back here for the Green Hornet, other Green Hornet books, and also other Lone Ranger books. Here's the Lone Ranger Omnibus Volume 1, and if you guys love the Lone Ranger Omnibus Volume 1, make sure you ask Dynamite to release an Omnibus Volume 2 of Andy Park's run. Here's one of the volumes from his run. I think there was 4 or 5 trade paperbacks that have yet to be collected in an omnibus. And
really would like to see an Omnibus Volume 2 to go alongside my Omnibus Volume 1, and I'm sure there's other people out there. And then the very back here we have all the variant covers for the Lone Ranger Green Hornet #1, and I think the best one is the cover A. That's one I definitely prefer, so I'm glad they went with that. So I really give this a perfect rating, guys. Lone Ranger Green Hornet just came out today. Pick it up. Support this awesome special series that is finally occurring. So it's a very historical issue. So thanks a lot for watching, guys, and check out Dynamite's website. Donc les deux comics, les voici. Bon, c'est pas évident, donc de toute façon je vous mettrai les photos sur le montage, comme d'habitude. Voilà. Sinon, j'espère que la présentation du premier numéro vous a plu. Et bien maintenant, quoi dire sur le deuxième? Et bien c'est la suite, hein, forcément. On va essayer de filmer quelques planches. Et bien on se retrouve tout de suite après ces quelques planches. Bon, alors l'avantage d'être à cet endroit, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez reconnu, c'est l'endroit en fait où j'avais fait un shooting de Kato. Vous savez, dans l'émission 2, c'était ici qu'on avait fait que j'avais fait le petit shooting Kato. Donc bon, forcément j'en ai pas refait, mais bon, je pense en refaire un quand il fera un petit peu moins chaud. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de revenir à cet endroit pour vous parler de ces deux comics Green Hornet. Donc voici le numéro 2 qui est ici. Nous allons le feuilleter ensemble. Si vous parlez anglais, voici le résumé. Oui, voilà, l'inconvénient de filmer en extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Donc on n'est pas très tranquille, mais bon, tant pis, c'est la vie.
Bon, ben voici la fin de la présentation du volume 2. Bon, vous voyez pas trop là sur la vidéo, mais du coup j'ai dû changer de lieu de tournage, si on peut dire, car où j'avais été là, j'avais fait le shooting Kato là, on serait que dans une cour de récréation. Ils étaient tous avec leur portable en train de chercher des Pokémon Go. Donc voilà. Donc là je pensais être tranquille, ben même pas, il y a une voiture qui passe, qui me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Enfin c'est comme ça, hein. Où qu'on y aille, on n'est pas tranquille. Donc c'est l'inconvénient, comme je l'ai dit, de filmer en extérieur. Bien, quoi ajouter? Mais du coup nous allons passer à la partie 2. Bruce Lee as the incomparable Kato, king of Kung Fu. Van Williams as the Green Hornet. See him play the game of death. The dragon enters the den of the secret Chinese cult. Bruce Lee in his most exciting adventure. Kato, invincible against the terror of the Tang. Bruce Lee is Kato. No one can stop him. See the fury of his flying feet. Bruce Lee, in his most famous role, battles the fanatical Lo Sing in a kung fu fight to the death. Bruce Lee is Kato in The Green Hornet, coming. De l'autre rive, une apparition m'a dit... Un grand guerrier, un esprit qui marche, t'aidera dans ta quête. Un homme passé de l'autre côté, puis revenu. J'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas à douter du grand esprit. Très bien. Mais si on fait équipe, c'est pour la justice. Justice, c'est ce que je cherche, Kemo Sabe. Imagine tout un continent relié par le rail. Celui qui s'en rendra maître sera maître du futur. Face à un tel pouvoir, les empereurs et les rois passeront pour des idiots. Vous avez un problème avec les Indiens. C'est drôle? Très drôle. On n'accomplit rien sans sacrifice. On peut éviter la guerre. Arrêtez ce train. Rien ne peut l'arrêter. Vous le savez très bien. Si ces hommes représentent la loi, je préfère être hors la loi. Quand le cheval de fer est lancé, il est très difficile de l'arrêter. On s'est égaré, c'est ça? Je m'en doutais. Ça pourrait être pire. Pire? Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? D'accord, c'est pire. Bruce. Lee is
back. Bruce Lee is back with more action and excitement than you've ever seen before. Nobody move! I'll kill the next one who does. Now where's Britt Reed? What's going on here? Mr. Reed, I have a message from the Green Hornet. Thanks for the editorial. Bruce Lee is heading for more thrills and danger than ever before. Bruce Lee is back with more fights. Bruce Lee is back with more action. Watch Bruce fight an insidious, deadly ray that may destroy an entire city. Yes, Bruce Lee, the King, is back, bigger and better than ever. Bruce Lee. See him in Fury of the Dragon. Bien, bienvenue dans la deuxième partie de Kato Show 9e émission. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, en fait, je retourne la deuxième partie parce que je l'avais expliqué dans la deuxième partie que j'avais faite la dernière fois, que vous ne verrez pas du coup. En fait, où j'avais filmé la première partie, en fait, il y avait beaucoup de monde. Donc, ils étaient tous avec leur portable, là, comme ça, là, en train de chercher des Pokémon Go. Donc ça me saoulait, ça passait devant, ça regardait ce que je faisais, ils me prenaient pour un extraterrestre, enfin bref. Donc du coup, la deuxième partie était pénible à tourner. Donc du coup, j'ai fait plusieurs endroits pour essayer de faire une deuxième partie à peu près convenable. Je la trouvais pas terrible. Mais bon, en fait, je vous la mettrai peut-être en fin d'émission, en bonus. Pour que vous voyez quand même ce que j'avais fait. Donc dans cette deuxième partie, en fait, je vais vous parler de deux amis à moi, qui sont Christophe Hénin et Patrick Bies. Mais avant de parler de mes deux amis là, de Patrick Bies et de Christophe Hénin, je vais vous rappeler la date phare, en fait, que je vous parle depuis le début de l'émission Kato Show, de ma tour 2016, 17 et 18 septembre 2016 à ma tour. Et comme d'habitude, je vais pas en parler pendant des heures, mais en fait, ce que je vais faire, je vais vous présenter, vous allez revoir l'avancée du diorama que Lionel Boulet a fait pour le 50e anniversaire du Green Hornet, qui sera justement exposé à ma tour. Faut aussi savoir que ce diorama sera peut-être pas fini pour ma tour, mais bon, il y sera quand même. Donc voici le petit diorama là en vidéo.
maintenant de mes deux amis de ma région, amis dessinateurs illustrateurs, Patrick Biès et Christophe Hénin. Bon, on va commencer par Patrick. Alors eux, enfin Patrick et Christophe, sont des dessinateurs illustrateurs, comme je l'ai dit, autodidactes, qui font diverses illustrations. Excusez-moi. Notamment, Patrick en fait nous fait comment dire, des personnages, reproductions d'affiches en tiny. Alors en tiny, c'est des personnages en fait avec une grosse tête et un petit corps, style personnage ESD. Alors Patrick a trois univers privilégiés qui sont Star Wars, Green Hornet et Marvel. Donc voilà. Mais aussi, si je vous parle de Patrick, c'est parce que Patrick m'avait fait une petite dédicace que je lui avais demandé bien sûr, de Kato, d'un tiny Kato que je vais vous mettre, que je vous présenterai dans le montage si vous ne l'avez pas vu déjà sur mon Facebook. Et donc le voici. Donc d'autres styles de travaux de Patrick. Je vais essayer de faire ça. Voilà, vous voyez. De toute façon, je vous mettrai quelques œuvres de Patrick sur le montage final. Quoi dire d'autre? Oui, donc Patrick Biès a un Facebook, comme tout illustrateur ou tout le monde, quoi. Il a un Facebook lui aussi. Donc si vous mettez Patrick Biès, vous pouvez le trouver sur Facebook. Mais Patrick aussi a une page spéciale Tiny, Make Tiny World. Pareil, je vous mettrai dans le montage, je vous mettrai un petit comment dire, enfin je vous mettrai l'adresse sur le montage. Et donc Make Tiny World, vous voyez un peu tout ce qu'il fait, tout c'est Tiny. Moi au début en fait j'ai connu Patrick, c'était à Ambière qui est pas très loin de Rouen. Enfin Ambière, je vais y revenir dans quelques minutes. J'ai rencontré Patrick là-bas. Et en fait, à l'époque, Patrick dessinait beaucoup de style un peu heroic fantasy, quoi. Du fantastique, l'heroic fantasy, des belles nanas avec des fortes poitrines, très belles. C'était très bien. Enfin, c'est Tiny, c'est très bien aussi, mais bon, voilà, tout ça. J'ai une petite vidéo de Patrick, et bien là voici. Bonjour Patrick Biès et bienvenue sur Techart Geek. Merci de venir en Skype. C'est un peu notre marque de fabrique sur Tech. On aime bien les interviews Skype, on trouve ça fun. Ça permet de venir chez les gens et de rentrer chez les artistes. Exactement. Bonjour Laurent. À l'heure du dîner, c'est encore plus cool. Voilà. Est-ce que fini, moi. Mais t'es quand même dans ma cuisine. Oui, voilà, on est dans la cuisine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et qui tu es et voilà. Avec plaisir. Alors, encore une fois, je te remercie déjà pour cette interview que tu m'accordes. C'est très gentil de ta part. Parler de moi très rapidement. Donc, j'ai 40 ans. J'ai une vie, somme toute, assez classique. Je suis marié. J'ai 2 enfants de 6 ans et 10 ans qui sont élevés à la culture qu'on a en commun, toi et moi. Donc, culture geek, que ce soit les univers Star Wars, les mangas, les comics, la bande dessinée, enfin, tout ce qu'on peut partager. Moi j'ai commencé le dessin très jeune, du moment où je savais tenir un crayon, donc je me suis mis à dessiner. Donc ayant eu mes 40 ans l'année dernière, donc voilà, mes premiers dessins étaient essentiellement, on va dire, influencés par ce que je lisais en BD. Donc c'était Astérix, c'était Tintin, enfin c'était la franco-belge à papa, comme on dit. Donc je reproduisais tous ces petits Mickey, comme on dit. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, cette passion ne m'a jamais quitté. Donc, j'ai essayé de percer à un moment dans la bande dessinée. Alors, chose très dure, surtout aujourd'hui.
Donc j'ai présenté des projets BD à des auteurs comme Didier Tarquin, auteur de l'Enfeust, Alberto Varanda, enfin quelques auteurs qui me conseillaient de continuer. Il y a peu, j'ai rencontré Philippe Lugui, l'auteur de Percevant, qui m'a boosté encore une fois. Mais le souci pour faire de la BD, c'est que ça demande beaucoup de temps. Faut consacrer presque une année entière pour un album. On sait ce que ça rapporte. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu. Moi, en parallèle, j'ai un autre métier. Et donc, c'est vrai que la BD, honnêtement, j'ai mis ça de côté. Mais je voulais vraiment pas lâcher, on va dire, le dessin. Je voulais vraiment faire découvrir ce que j'aimais et ce que je faisais. Et au hasard des rencontres dans les festivals, il y a un an, j'ai rencontré Philippe Gournier, que tu connais, très bien, oui. L'un des organisateurs de la convention Star Wars de QC, et qui, en voyant mes travaux, m'a dit « Mais pourquoi tu lances pas des séries de cartes reprenant justement l'univers de Star Wars de manière détournée ?» Et c'est de là qu'est partie la collection Tiny, donc, que tu as pu voir, donc avec les premières cartes qui ont été lancées, imprimées. Ça a rencontré très vite un succès, notamment à QC, puis par la suite dans d'autres festivals. Et comme bien sûr, je n'ai pas que Star Wars dans la tête, moi, mon deuxième truc qui m'est venu tout de suite à l'idée, c'était les comics, c'était les personnages, encore une fois, qui avaient bercé mon enfance, avec les Strange, les Titans. Donc je suis parti sur les collections de cartes Marvel, tout simplement. Et récemment, Game of Thrones, qu'on a découvert avec ma femme, là aussi, il y a peu, et dont on est tombé amoureux très rapidement, comme beaucoup, et on sait pourquoi, vu la richesse scénaristique de l'univers. Donc là, je suis sur 3 séries en parallèle, donc que ce soit Star Wars, que ce soit Marvel et Daenerys, oui, et Game of Thrones. Alors moi, j'ai une question, Patrick. Pourquoi le Tiny? Pourquoi cette manière de dessiner les personnages avec une tête démesurée? Moi, j'adore tout ce qui est déformé de manière humoristique. C'est-à-dire que je voulais pas représenter ces personnages comme on peut les voir, on va dire, de manière classique, quoi, semi-réaliste. Moi, de réaliste, je veux dire, j'ai un dessin semi-réaliste, et là, je voulais encore plus le détourner de manière caricaturale. Et comme je suis très dessin animé, que pendant longtemps j'ai lu des mangas et que j'en lis toujours, je voulais vraiment une version à moi. Alors ça existe déjà, ce type de version avec des grosses têtes, mais je voulais faire ma série Tiny à moi. Voilà, donc ça m'est venu très rapidement en fait de faire ces grosses têtes et ces petits corps. Pourquoi encore une fois, voilà, je cherchais quelque chose d'original, et ça me plaisait vraiment, quoi. Donc au niveau des univers, c'est donc tout l'univers geek, comics, manga, animé, culture japonaise aussi, j'imagine. Ouais. Là maintenant, l'avenir, c'est quoi? Les projets de série, c'est quoi? Alors l'avenir. Suite à QC là récemment, c'est vrai que j'ai eu les dernières cartes que j'ai réalisées marchent vraiment bien. J'ai eu j'ai de plus en plus de commandes de gens qui attendent du Tiny avec certains personnages. On m'a demandé du logo, on m'a demandé pas mal de choses, des créations d'affiches. Donc l'avenir. Alors, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que je ne travaille pas seul. Moi, à la colorisation, en fait, je bosse avec un ami auteur qui s'en sort très bien également en couleur, qui s'appelle Antoine Brivet. Bon, alors il n'est pas cité parce qu'il a pris un pseudo, mais c'est l'auteur de Tortuga chez Ankama. Et c'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, que je connais depuis très longtemps. Et je lui ai proposé très rapidement en fait la colo par ses soins, parce que voilà, tu as pu voir toi-même par les cartes, il a une très très bonne mise en couleur informatique. Donc là, en fait, tous les deux, voyant le succès de nos séries, continuons bien sûr à en produire d'autres. Moi, j'ai beaucoup de choses encore dans mon book à réaliser. Mais là, très rapidement, en fait, on compterait sortir un sketchbook
enfin très rapidement je dis ça, mais on va dire pour le début d'année prochaine, donc regroupant, comme on peut le voir dans de nombreux sketchbooks, des crayonnés, de l'ancrage et des mises en couleur avec quelques commentaires, ça on y tient vraiment. Quelques t-shirts peut-être, enfin on verra, mais ça sera surtout voilà, 2 nouvelles cartes. Je sais que je tiens également à faire toute une série en fait d'affiches Tiny, donc des affiches de cinéma repris à la sauce Tiny et mises en couleur toujours par Antoine. Donc beaucoup de projets autour de ces cartes Tiny. Mais pour l'instant, par contre, je vais me limiter à ces 3 univers que sont Star Wars, Marvel et Game of Thrones, parce que c'est vrai que comme tu disais, l'univers geek est assez vaste et je pourrais tout faire en Tiny. Hein. On m'a demandé beaucoup de choses, mais je vais me limiter à ces 3 univers. Et justement, alors on fait un peu interview à l'envers, mais tant pis. C'est aussi l'avantage de l'impro. Ta technique, alors je vois, je suis en train de feuilleter tes albums photos et tu travailles beaucoup avec le rotring et le crayon traditionnel. Mais tu travailles. C'est quoi la part numérique et la part création papier, on va dire? Alors la part création papier, elle est uniquement de mon côté. C'est-à-dire que moi, l'outil informatique, je l'utilise pas parce que déjà d'une, je maîtrise pas et que j'ai toujours aimé la sensation que procure le papier, la plume, le rotring, cette sensation qu'on a quand on gratte ce papier. Donc moi, on va dire le côté création, c'est uniquement moi. C'est-à-dire qu'Antoine n'intervient pas. D'accord. Moi, je lui dis ce que je veux faire. Hein. Il y a pas très longtemps, là, je suis parti sur une carte Tiny Silver Surfer avec Galactus. C'est moi, grosso modo, qui décide quel personnage je vais faire. Donc, je fais mes crayonnés. Je fais 2 crayonnés avant l'ancrage, c'est-à-dire un premier crayonné très rapide. Je mets vraiment toute l'énergie, on va dire, dans ce premier crayonné. Ensuite, je fais des rectifs pour obtenir un crayonné propre. Et ensuite, à la table lumineuse, je reprends mon crayonné propre pour faire un ancrage. Et une fois que je suis satisfait de mon travail, bon alors des fois c'est pas toujours le cas, hein, comme tous les dessinateurs. Donc une fois que j'en suis satisfait, je l'envoie à Antoine qui lui fait la colo à partir de l'ancrage. Et de là, bon, il m'envoie sa colorisation et si je suis satisfait, si j'ai rien à redire, ça part en impression dès qu'on peut. Donc voilà, moi il y a aucune intervention informatique, c'est uniquement Antoine à la colo qui intervient là-dessus. Donc sous Photoshop ou Manga Studio. D'accord. Et tu parlais de table lumineuse. Et comme tu as un dessin très très proche de l'animé aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, le travail dans l'animé? C'est un projet qui pourrait te... Ouais, j'ai eu une expérience qui a malheureusement avorté en 2012 où j'ai travaillé pour un studio qui faisait de l'animation. Donc pendant 1 an, j'ai bossé, allez, on peut dire 10 heures par jour sur du chara design pour des personnages. Donc j'avais un directeur artistique. Tous les jours je bossais, donc c'est 10 heures. Le soir on débriefait via Skype et ça m'a permis quand même de pas mal évoluer. Hein. Comme je ne l'ai peut-être pas dit, je suis autodidacte moi. Donc pour moi j'ai des lacunes. Hein. Mais ça m'a permis, enfin, de travailler sur ce projet d'animé qui malheureusement n'a pas abouti, ça m'a quand même permis de beaucoup évoluer. Par contre, je reste vraiment, encore une fois, je travaille vraiment de manière très classique, c'est-à-dire que moi, ma table lumineuse, c'est mon outil de prédilection et sans table lumineuse, je suis foutu. Ouais. Mais voilà, ça, voilà. Mes crayons, ma table lumineuse et mon papier, c'est tout ce dont j'ai besoin pour bosser, quoi. Eh ben écoute, très bien. Et les prochains salons, pour toi, c'est quoi? On te retrouve où alors bientôt là? Alors, bientôt, on me retrouve au mois de juin, donc je crois que c'est le 14 et 15 juin, si je dis pas de bêtises, au Comic-Con à Lyon. Très bien. Donc pour le festival BD. Ensuite, eh ben, c'est une petite pause, puisque les vacances d'été approchant, voilà, c'est le break où je suis en famille. Et ensuite, ça repart, je crois, en septembre. Alors, pour les vendanges ludiques qui ont lieu à Saint-Vincent-de-Boissé, à côté de Roanne, qui sont organisées par un de mes amis. Donc, c'est un salon dédié aux jeux de société. Alors, je suis invité cordialement, rien à voir avec le jeu de société, mais comme c'est un ami qui tient à ce que je participe, donc c'est toujours avec plaisir. Ensuite, il y a le Festival BD d'Ambière, là aussi, qui est à côté de Roanne. Il y a un festival auquel je tiens particulièrement, qui aura lieu en novembre, qui est le festival SF et Fantasy. Je pense que tu as dû voir ce fameux stand avec la tête de dragon, les œufs et le Goldorak géant à QC. Oui, tout à fait. Voilà.
Donc les organisateurs, donc il y avait Jérôme Longeret qui était sur place, organisent la 3e édition de ce festival qui prend de plus en plus d'importance sur Roanne. Il faut savoir que sur Roanne, on n'a pas grand-chose au niveau des festivals, on va dire geek entre guillemets. Et là, c'est vraiment génial et je tiens vraiment à participer pleinement à ce festival parce que ça me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, je réalise l'affiche avec Antoine. C'est vraiment un festival qui va être amené à se développer et qui attire de plus en plus de monde. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir sur Roanne au mois de novembre. En plus, cette année, ça sera consacré en partie donc à la fantasy et surtout à Game of Thrones avec de belles reproductions que fait Monsieur David Goran qui sont juste exceptionnelles, une espèce de papercraft carton avec des tailles immenses. Non, ça va être très beau. Donc voilà, et puis bon, ça devrait déjà être pas mal pour clôturer l'année, ouais. Eh ben écoute, très bien. Donc on mettra les liens vers les différents festivals, parce que là j'ai justement les affiches, notamment du festival d'Amberley, dans le 42. Ben, on mettra tous les liens, on mettra les éléments. On te remercie du temps pris pour l'interview. C'est vraiment sympa. On va te laisser retrouver ta famille. Et puis bah écoute, voilà. Patrick, à très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt sur Tech Geek. Merci beaucoup. Merci Laurent, à bientôt. Au revoir. Donc, ce que je vous ai pas dit par rapport à Patrick Bies, c'est que en fait, vous pourrez rencontrer Patrick Bies si vous le souhaitez, le 10 et 11 septembre 2016 à Mably, à l'Another Convention 2. Alors, l'Another Convention 2, ça sera donc, c'est donc une convention faite sur le manga et l'univers du Japon. Il y a des youtubeurs, il y a même un site, Another Convention, si vous voulez jeter un œil. Bon, c'est à Mably, c'est à côté de Roanne. Salut à tous, me revoici de retour avec mon super t-shirt de Japan Shudai. Pourquoi? Parce que le 10 et 11 septembre, je participerai à l'organisation de l'Another Convention à Mably, près de Roanne. J'espère qu'on va vous voir nombreux, on aura plein d'invités surprises. J'espère que ça va vous plaire. Parmi les invités connus, il va y avoir Brice Fournier, alias Kadok dans Camelot. Il va y avoir plein de super cosplayers, dont David Chan et de T-Trunk. Il y aura aussi le youtubeur Renaud est différent. On espère vous voir très nombreux. Moi, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous viendrez tous me voir à la convention. Ciao, ciao, ciao! Je sais pas encore si je vais y aller. Je pense que, parce qu'en fait, le même week-end, le 10 et 11, il y a Ambierle. Donc, et Ambierle, c'est sûr que j'y vais. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est par exemple le samedi aller à Ambierle et le dimanche à Under Convention, ou Under Convention le samedi et le dimanche à Ambierle. Je sais pas trop encore, donc voilà. Enfin bon, une date à retenir, hein, mis à part ma tour le week-end d'après, 17 et 18 septembre. Il y aura donc l'Under Convention deuxième édition. Bien, ben, passons maintenant à mon ami Christophe Hénin. Alors Christophe Hénin, pareil, hein, qui fait partie de ma région. Alors lui, pareil, hein, bon, je ne l'ai pas dit pour Patrick, mais ils ne font pas du Green Hornet. Hein. Mais bon, ils sont très gentils, très sympathiques. Si vous leur commandez du Green Hornet en dédicace, je pense qu'ils vous la feront. Voilà. Donc pour en revenir à mon ami Christophe, comme je l'ai dit, Christophe ne fait pas de Green Hornet. Mais alors Christophe, je l'ai rencontré maintenant il y a quelques années et j'ai tout de suite adoré son travail. Comment dire, Christophe a fait beaucoup de bandes dessinées. Bon, Patrick n'a pas fait de bande dessinée, mais il a fait autre chose, hein, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc Christophe a fait pas mal de bandes dessinées, enfin pas mal. En fait, il a repris le comics en français, The Crow. Alors c'est pas l'histoire originale hein, de The Crow, hein, c'est French Crow. Donc c'est des comics français qui parlent de The Crow. Et notamment, voici une petite...
pareil, hein, dans le montage final, je vous ferai voir quelques travaux de Christophe, dont les dédicaces de Green Hornet qu'il m'a fait. Il m'en a fait pas mal. Mais alors, il faut savoir, quand j'avais rencontré Christophe, que je connaissais pas du tout, connaissais très peu l'univers de Green Hornet. Donc, je lui avais demandé des dédicaces de Kato. Donc, il m'avait dit oui, ben, c'est pas que je veux pas le faire, mais comme je connais pas trop le personnage, je vais te faire un Kato, mais à ma sauce, quoi. Ça sera pas une représentation de Kato. Et à cette époque, en fait, je n'avais pas encore mon costume Kato, donc je pouvais pas servir de modèle éventuellement pour faire Kato. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Christophe Hénin, c'était lorsque j'étais en en cosplay de Black Hornet. Vous avez une petite photo dans l'émission précédente. Donc voilà. Enfin bref, Christophe m'avait quand même fait donc des dédicaces sur The Crow. Sur The Crow. Oui, il m'avait fait d'ailleurs des dédicaces sur The Crow, mais aussi des dédicaces Kato. Alors par contre, chose étonnante, c'est que malgré tout, le dessin de Christophe, de ces Kato là, eh bien certes, il ressemblait pas à Bruce Lee, hein, forcément, puisqu'il ne connaissait pas trop, mais en fait, il ressemblait beaucoup à Kato du comics. Oui, je ne l'avais pas signalé dans l'émission précédente. Il y a un comics Kato, je ne sais pas si vous connaissez, en parallèle. Oui, en parallèle du comics Green Hornet, il y avait il y a eu un comics Kato. Alors Kato, en fait, dans ce comics, est évolutif. Si vous voulez, on le voit aussi Kato plus vieux. Et en fait, si je vous parle de ce comics, Kato en plus vieux, de toute façon, on en parlera dans d'autres émissions, hein. Bon, je vais pas en faire l'émission 10 sur un monde de bulles, comme on dit, parce qu'on va un peu changer, mais on y reviendra. Donc dans le comics Kato, comme je disais, le personnage de Kato est vieillissant. Et Christophe, malgré tout, sans connaître cet univers, ces comics, le Kato représenté dans cette dédicace, que vous verrez dans le montage, et ben, est presque, comment dire, est assez proche en fait du Kato du comics. Si, bon, certes, hein, c'est pas un clone, hein, il est pas identique, mais en fait, ça ne m'a pas choqué quoi quand j'ai vu son dessin, la dédicace finale. Tout de suite, je me suis dit, bon, ok, c'est pas Bruce Lee, c'est pas le Kato que je voulais, mais au moins c'est le Kato qui représente le vieux Kato. Donc voilà. Donc j'en ai deux, je crois, de Christophe, de ce Kato-là. Je vous les mettrai dans le montage. Alors Christophe a aussi fait, fait beaucoup d'illustrations d'Heroic Fantasy aussi. Il a aussi fait une bande dessinée sur Mathilde. Mathilde qui est, vous savez, la fille d'Orléans. La petite fille là qui est avec Jean Reno là, Mathilde, et ben, en fait, on la voit dans le futur, enfin, après Léon, voilà. Euh, enfin, moi je l'ai pas lu, hein, je connais pas, mais j'avais vu quelques planches. Sinon, il a aussi fait le garde républicain. Alors, le garde républicain, comment dire, c'est du super-héros à la française. Il y a plusieurs dessinateurs qui ont dessiné le garde républicain. Christophe en a fait un ou deux, puis il va en faire d'autres, mais voilà. Donc peut-être qu'on en reparlera plus du garde. Bon, c'est pas du Green Hornet, donc je passe vite fait. Pareil, hein, vous verrez dans le montage quelques petites choses. Travail de Christophe.
j'ai aussi une interview de Christophe et de Thierry Mornay. Thierry Mornay, en fait, qui est le créateur du Garde. Donc, j'attends la réponse, en fait, de Christophe pour savoir si éventuellement on peut en parler dans cette émission du Garde. Donc, si Thierry est OK, ben, je vous mettrai la vidéo. Si Thierry n'est pas OK, ben, je ne mettrai pas la vidéo. Donc on verra ça, vous verrez ça quand vous regardez cette émission. Si la vidéo, c'est que c'est j'ai eu le feu vert de Thierry Mornay. Thierry Mornay, qui est un gars très sympa d'ailleurs, qui est l'éditeur d'Elcourt, qui a fait les comics Star Wars, enfin plein de choses, Walking Dead et tout. Une personne très sympathique. Donc voilà. S'il m'autorise d'ailleurs, j'ai une photo avec lui, mon Cato et un garde républicain. S'il veut qu'on en parle, eh bien, je vous mettrai la photo dans le montage. Donc Christophe, comme je l'ai dit, a aussi fait donc French Crow, et il a aussi fait Petite Semaine entre potes. Alors Petite Semaine entre potes, c'est un truc sympa. C'est une bande de potes qui se retrouvent pour une semaine quoi, en faisant du jeu de rôle. Et en fait, c'est l'histoire vraie de Christophe, enfin, l'histoire vraie, mais un peu en BD, quoi, donc un peu, comment dire, un peu, comment on peut dire ça, romancé, enfin, je sais pas si on peut dire romancé en BD, mais un peu, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très sympa d'ailleurs, hein. Ce serait normalement en 3 tomes. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un tome. Donc, pareil, j'ai la bande dessinée. J'aurais pu vous la présenter ici. Peut-être qu'on en parlera dans une émission, quand on parlera d'un monde de Bulle 3. Peut-être que je reviendrai sur cette bande dessinée de Christophe, malgré que ça n'a rien à voir avec Green Hornet. Quoi ajouter sur Christophe? Oui, alors comme je vous ai dit, vous pouvez rencontrer Patrick Bies à la Holder Convention le 10 et 11 septembre 2016 à Mably. Et je vous avais dit, le même week-end à Ambière, donc le 10 et 11 septembre, il y a Ambière. Ambière, pareil, qui est à côté de Rouen. Donc là, par contre, c'est un salon sur la bande dessinée. Donc il y a beaucoup de dessinateurs, illustrateurs qui sont là-bas. Mais bon, c'est que sur l'univers de la bande dessinée. Et donc Christophe Hénin, lui, sera donc à Ambière, le 10 et 11 septembre. Les années précédentes, Patrick Bies est aussi à Ambière. Bon, ben, cette année, du coup, il sera juste à la convention, mais voilà. Donc pour ça aussi, je me tâte pour aller un jour à la convention, un autre jour à la Ambière. Il y a aussi, que je ne vous ai pas dit, j'en ai parlé, je crois, dans les émissions précédentes, c'est que j'ai demandé au président de l'Under Convention si Jocelyn Pietri pouvait faire une exposition de ses tableaux sur Bruce Lee. Ils auront une réunion ce dimanche là, pour justement finaliser par rapport au 10 et 11 septembre. Donc moi je vais avoir la réponse pour toi, Jocelyn, je l'aurai sûrement au courant de la semaine. Donc dès que j'ai la réponse, soit positive ou négative, eh bien je te la fais passer. Bon, vous n'aurez pas la réponse dans ce montage, à moins que je fasse pas le montage de l'émission tout de suite. Et du coup, je pourrais vous donner la réponse dans le montage. D'ailleurs, on va peut-être faire ça, attendre que j'ai la réponse pour monter cette émission. Parce que de toute façon, là nous sommes fin août et ça sera la première émission pour septembre. Donc voilà. Donc Jocelyn, comme tu vois, je n'ai pas oublié, ça dépend pas de moi, hein, comme je te dis plusieurs fois. Comme je te dis, t'inquiète pas pour le transport, on trouvera une solution, c'est pas le problème. Mais Jocelyn, on voit ça tous les deux en MP dès que j'ai la réponse. Bien, quoi oublier, qu'aurais-je oublié dans cette deuxième partie? D'ailleurs, je vous ai apporté quelques petites précisions que j'ai oubliées
l'autre jour, là, que c'est hier, je crois, ou avant-hier, j'ai tourné l'émission. J'ai oublié de vous dire par rapport à Christophe. Il y a certaines choses que je vous ai dit aujourd'hui que je n'avais pas dit hier ou avant-hier. Donc voilà, du coup, pour ça que j'ai aussi refait cette deuxième partie. Que, que va-t-on rajouter? Oui, d'habitude, cette deuxième partie, en fait, est sur les conventions marchandising, tout ça. Donc aujourd'hui, je vous ai pas vraiment parlé, enfin si, je vous ai parlé de convention, hein, parce que je vous ai donné 3 rendez-vous. Donc voilà. Bien, ben ma foi, comme je vous l'ai dit, hein, il ne me reste plus qu'à nous donner rendez-vous en septembre. Et comme vous le voulez, hein, soit on soit le 10 et 11 septembre, soit à Mably, soit en bière. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on soit sûr à ma tour, le 17 et 18 septembre 2016, pour l'expo des 50 ans de Green Hornet. Et n'oubliez pas une chose, le frelon vous a piqué!